Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin s'ouvre lundi prochain à Cotonou. Les détails sur cette rencontre internationale dans un instant. Libération de 4 ministres civils au Soudan sous l'ordre du général Abdel Fattah al-Burhan. La communauté internationale exhorte l'armée soudanaise à restaurer un gouvernement civil. Et puis en France, le verdict de l'ex-collaborateur de l'Élysée, Alessandre Benalla, est attendu aujourd'hui. Il est poursuivi pour utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et pour port d'armes illégales suite aux violences commises le 1er mai 2018. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin s'ouvre lundi prochain à Cotonou. La phase technique permettra d'évaluer la mise en œuvre effective de 116 tests réglementaires ainsi que 8 projets communautaires pour un montant de près de 34 milliards de francs CFA. Selon le communiqué de la direction de communication de l'UEMOA en date du 28 octobre, la revue réalisée en 2020 a permis de noter globalement des avancées en matière de transposition et d'application des réformes communautaires à l'échelle de l'Union. Les performances enregistrées par le Bénin en 2020 révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77% comme ce fut en 2019, institué par acte auditionnel de la conférence des chefs d'État et du gouvernement du 24 octobre 2013. La revue annuelle a pour objectif de favoriser l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA économique et monétaire africaine dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale. Elle est placée sous la présidence des premiers ministres ou chefs de gouvernement. Le ministre de la Santé, accompagné de son homologue de cadre de vie et du développement durable, a procédé hier au lancement des travaux de construction du laboratoire national de référence de contrôle de qualité des eaux et des produits de santé. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli le joyau. Le point avec Aristide Setti. Mutualiser les ressources et mettre en place un plateau technique conforme aux standards internationaux. C'est le but visé par le gouvernement de Patrice Talon en lançant les travaux de construction du laboratoire national de référence de contrôle de qualité des eaux et des produits de santé ce 4 novembre dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour le ministre de la Santé, ce projet va résoudre un problème fondamental. Il n'est un secret pour personne que le Bénin est confronté au problème de circulation des médicaments de qualité inférieure et falsifiés, de même que la prolifération des eaux de consommation conditionnées de mauvaise qualité. La question de la gestion des eaux usées, source de pollution majeure, est aussi préoccupante. Grâce à la construction et à l'équipement de ce laboratoire ultramoderne, l'Agence nationale du contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau pourra procéder efficacement au contrôle de qualité des produits de santé, au contrôle sanitaire des eaux de consommation fournies sur toute l'étendue du territoire béninois, à la vérification de la conformité des eaux usées aux normes en vigueur. Au nom du préfet de l'Atlantique, Bernard Zanoudaro a pris le ferme engagement de suivre l'exécution du projet jusqu'à son terme. Nous disons toute notre gratitude au gouvernement parce que c'est encore notre département qui abrite ce grand projet. Je ne serai pas long, je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire que le département de l'Atlantique s'engage à jouer sa partition pour l'accompagnement et l'exécution correcte de ce projet. Ce projet qui va permettre au Bénin de disposer d'un cadre idéal pour le contrôle de qualité des eaux et des produits de santé est entièrement financé par la Banque mondiale et sera réalisé par l'entreprise ABTP SA.
Cotonou abrite depuis hier et ce jusqu'au 17 novembre prochain le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. 200 candidats venus de plusieurs pays africains, notamment des maîtres assistants CAMES, prennent part à cette compétition. Une fois admis, ils seront des maîtres de conférences agrégés du CAMES. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale représentant le chef de l'État, Patrice Talon, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Clémence Tonoucroix. 200 candidats intervenant dans les universités africaines avec le grade de maître assistant CAMES prennent part à cette compétition bisannuelle. Ils prétendent au grade de maître de conférence agrégé du CAMES après accréditation de leurs compétences dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion par un jury composé pour la circonstance. Les candidats qui seront retenus à l'issue d'une série de 3 épreuves, toutes éliminatoires, auront pour mission de transmettre le savoir dans les universités africaines. Ce concours permet de distinguer ceux qui, par leur capacité scientifique et pédagogique, auront la lourde tâche d'enseigner aux générations présentes et futures, puis de contribuer à l'élaboration et à l'enracinement de la doctrine. Car, aussi difficile et même impitoyable que cela soit, ce concours, il est un formidable mécanisme de recrutement d'enseignants qualifiés dans nos universités. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, représentant le chef de l'État dans son discours d'ouverture, a rappelé les récentes réformes engagées par le Bénin dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce concours nous permet, pays membres du CAMES, d'avoir un vivier d'excellence pour notre système universitaire. En effet, les défis économiques, sociaux et culturels de notre monde interconnecté et concurrentiel rendent encore plus nécessaire un système universitaire performant, avec des esprits fins, structurés, imaginatifs, inventifs et au service de leur métier. Conscient de la nécessité d'un système universitaire performant, le Bénin a procédé, il y a encore seulement quelques semaines, sous l'impulsion du président de la République, le président Patrice Talon, à la rénovation de la gouvernance universitaire et du statut des enseignants-chercheurs. C'est donc naturellement que le Bénin a accepté d'abriter cette 20e session du concours d'agrégation pour la sélection des meilleurs en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. En abritant le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES, le Bénin abrite ainsi pour la 3e. Communément appelé le plus vieux métier du monde, le travail de cesse est généralement mal perçu par la société africaine. Depuis quelques jours, le préfet du littoral, Alain Orunla, a démarré une opération de déguerpissement des centres dédiés à cette activité. Pour comprendre les dispositions juridiques en la matière, nous avons interrogé un juriste. Suivez les propos de Julio Tometti. Il est au micro de Clémence Tonoucroix. Le fait de donner du plaisir sexuel contre rémunération, l'état actuel de notre législation, la chose n'est pas interdite expressément. Il y a un certain nombre d'éléments autour qui sont plutôt interdits, que sont par exemple la prostitution forcée, c'est-à-dire le fait de contraindre quelqu'un à la prostitution. La prostitution d'enfants, c'est-à-dire toute personne n'ayant pas 18 ans. Il y a aussi, l'acte de prosélytisme, qui est le commerce autour de la prostitution. C'est-à-dire quoi? Peut-être quelqu'un qui, a à sa disposition un certain nombre de personnes et qu'il fait faire des actes de prostitution contre rémunération, donc, et gagne, d'accord, au travers de l'activité de prostitution de ces personnes-là. Donc, ce sont ces 3 aspects de la chose qui sont à l'état actuel de notre législation, plus précisément, de notre code pénal réprimé par la loi. La position en elle-même, la loi ne l'ayant pas interdit, donc tout ce qui n'est pas interdit est permis ou toléré. La première descente du préfet dans la zone de Zongo et autres
on pourrait peut-être, au-delà de l'acte de prostitution, on pourrait peut-être qualifier, peut-être, il pourrait avoir poursuivi peut-être un acte d'atteinte à la pudeur. Parce que quand vous voyez comment ces gens-là sont habillés au bord des voies, lorsque vous passez, forcément, ça vous interpelle. C'est vrai que c'est la nuit, mais ça ne demeure pas moins qu'il peut s'agir d'une atteinte à la pudeur. Encore qu'il y a récemment, les autorités policières ont fait passer un communiqué, il y a un communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux par rapport au fait d'habillement qui pourrait être, comment dire, qu'il pourrait réprimer. Donc on peut mettre ça sur ce coup-là. La dernière descente, celle d'hier, a révélé aussi autre chose. Il se fait que lors de cette descente-là, on y a retrouvé dans ces lieux des mineurs. Donc ça entre en ligne, ça veut dire que c'est la prostitution de mineurs qui est une infraction. Il se fait qu'il y a un centre qui a été identifié comme un centre appartenant à un individu qui amène peut-être ces filles ou ces femmes-là, qui les loge et sur la base de leur activité, lui, il a des revenus. On peut aussi qualifier, interpréter ça comme un acte de proxénétisme, donc toute chose qui pourrait justifier la descente du préfet. Hors de nos frontières, libération de 4 ministres civils au Soudan sous l'ordre du général Abdel Fattah al-Burhan peut être un pas vers une accalmie après la répression à Khartoum qui a visé les opposants du coup d'État militaire le 25 octobre dernier. La communauté internationale exhorte l'armée soudanaise à restaurer un gouvernement civil. La précision, c'est avec nos confrères de RT France. Signe d'apaisement. Selon la télévision d'État, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a ordonné ce jeudi la libération de 4 ministres détenus depuis le coup d'État militaire il y a une dizaine de jours. Une annonce qui intervient peu après un entretien téléphonique entre le général et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général a encouragé tous les efforts visant à la résolution de la crise politique au Soudan et à la restauration urgente de l'ordre constitutionnel et du processus de transition soudanais. Peu avant, l'armée avait annoncé que la formation d'un nouveau gouvernement était imminente. Depuis le putsch du 25 octobre, de nombreuses manifestations d'opposants aux militaires sont violemment réprimées. Plusieurs civils y ont été tués. Il est sorti pour protester contre la détention du Premier ministre Hamdok, de ses ministres et des membres du Conseil souverain civil. Il faisait partie d'un groupe de jeunes qui se sont rassemblés pour manifester. Il était si spécial. Il a toujours été calme. Il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit à la maison ou avec ses amis. Il était si calme et n'a jamais causé de problème. Depuis 2019, ce pays, classé parmi les plus pauvres de la planète, opérait une transition avec un pouvoir partagé entre civils et militaires, dans le but d'organiser des élections libres à l'horizon 2023. Députés et sénateurs plus que jamais opposés sur l'extension du pass sanitaire. Quelques heures après le vote à l'Assemblée nationale, le Sénat a rejeté en bloc la nuit dernière le texte du projet de loi Vigilance sanitaire. Suivez plutôt. C'est l'ultime étape du parcours parlementaire de ce texte auquel, sans surprise, l'Assemblée nationale devrait donner son aval. Principal point de discorde entre députés et sénateurs, la date à laquelle le gouvernement va pouvoir recourir aux mesures de freinage de l'épidémie, dont le pass sanitaire. Les sénateurs avaient opté pour le 28 février, mais conformément aux vœux du gouvernement, la date a donc été ramenée au 31 juillet. Alors vous l'avez dit hier, le Sénat a rejeté le texte par une motion de procédure, c'est-à-dire que les sénateurs n'ont pas examiné les dispositions. Un rejet justifié par le rapporteur LR Philippe Bas. Selon lui, l'obstination avec laquelle le gouvernement a refusé le dialogue avec le Sénat n'a laissé aucun espoir de voir évoluer ce texte. Plus globalement, l'opposition estime que l'exécutif refuse le débat sur sa politique sanitaire à quelques mois de la présidentielle. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Pendant 8 mois, tout va pouvoir se décider dans le Conseil de défense en irresponsabilité pénale.
L'obstination avec laquelle le gouvernement a refusé tout dialogue avec le Sénat, la fin de non-recevoir qu'il a opposé à ses amendements, nous a laissé sans espoir de pouvoir faire encore évoluer le texte. Le gouvernement a peur d'un débat sur ce sujet à quelques semaines de l'élection présidentielle. Voilà pour l'opposition, des arguments rejetés par l'exécutif. Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime qu'un délai au 31 juillet permet visibilité et lisibilité dans la lutte contre l'épidémie. De leur côté, des sénateurs LR devraient déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Verdict attendu aujourd'hui du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Alexandre Benalla. L'ex-collaborateur de l'Élysée est poursuivi pour des violences commises le 1er mai 2018 pour l'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques ainsi que pour le port d'armes illégales. Reportage. Cette scène, filmée il y a 3 ans et dévoilée peu de temps après par le journal Le Monde, a provoqué un scandale politique. L'affaire Benalla. Place de la Contrescarpe à Paris, ce collaborateur de l'Élysée, inconnu du grand public, frappe violemment des manifestants lors d'un rassemblement ce 1er mai. Lors de son audition dans le cadre d'une commission d'enquête en septembre 2018, l'intéressé s'est défendu. Selon lui, son geste était nécessaire, c'était un réflexe citoyen et non pas un tabassage. Mais il a tout de même admis quelques torts. J'ai commis un certain nombre d'erreurs. Des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage et que je reconnais publiquement devant vous. Et je l'ai fait également devant la justice. L'ex-collaborateur de l'Élysée est également poursuivi dans 2 autres affaires. L'utilisation de passeports diplomatiques utilisés en Afrique et en Israël après son limogeage de l'Élysée et un selfie dans un restaurant en 2017 où l'on aperçoit Benalla braquer une arme à feu en direction d'une serveuse. Lors du rapport de la commission d'enquête, des dysfonctionnements ont été révélés concernant le recrutement d'Alexandre Benalla. Un manque de suivi, semble-t-il, du collaborateur, du recrutement, puisque le recrutement n'a pas été fait avec un contrôle quelconque de ses antécédents, qui aurait peut-être permis de ne pas le recruter, jusqu'à son départ de l'Élysée, où on voit qu'il n'y a aucune suite à son départ pour récupérer les instruments de son travail, ce qui se fait pour n'importe quel salarié. Tout au long du procès qui s'est tenu en septembre dernier, Alexandre Benalla a défendu son innocence sur presque tous les faits qui lui sont reprochés. À ses côtés, Vincent Kras, ex-agent de sécurité du parti En Marche, et 2 commissaires de la préfecture de Paris ont également été poursuivis. L'un pour des violences commises lors de ce 1er mai et les 2 autres pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Benalla. Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement. L'ancien chargé de mission à l'Élysée risque jusqu'à 18 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende, 5 ans d'interdiction de toute fonction publique et 10 ans d'interdiction de port d'armes. La tension entre Pékin et Washington reste forte. Dernière illustration en date, un rapport publié par le Pentagone dans lequel les autorités américaines disent redouter le nombre de têtes nucléaires que pourrait posséder la Chine d'ici quelques années. Un constat que nie la diplomatie chinoise qui renvoie la Maison-Blanche à ses propres responsabilités en la matière. Dans ce rapport du Pentagone, la Chine accroît ses capacités nucléaires plus vite que prévu. Selon les informations des autorités militaires américaines, Pékin pourrait disposer de 700 têtes nucléaires d'ici 2027, voire même de 1000 têtes nucléaires à l'horizon 2030. C'est un rythme d'expansion plus élevé que ce qu'indiquait le rapport annuel précédent du Pentagone, publié en 2020, des affirmations démenties par la diplomatie chinoise. Le rapport publié par le Pentagone, comme les précédents, ignore les faits et est rempli de préjugés. Les États-Unis se servent de ce rapport pour faire de la publicité autour de la menace nucléaire chinoise. Il s'agit là d'une pure supercherie qui consiste à manipuler les mots et à confondre les images et les sons. Et la communauté internationale le sait bien, les États-Unis sont en fait la plus grande source de menaces nucléaires au monde. Ce rapport du Pentagone semble acter un changement de politique de la part de la Chine en ce qui concerne les armements nucléaires. Il s'inscrit aussi dans la rhétorique américaine sur la menace grandissante que constituerait Pékin. Washington avait déjà fait part récemment de ses inquiétudes concernant des essais chinois en matière de missiles hypersoniques. Et puis, cette semaine, le chef d'état-major des armées aux États-Unis a estimé
pas probable le fait que la Chine attaque Taïwan dans les 24 prochains mois, tout en rappelant que les États-Unis avaient toutes les capacités de défendre l'île. Et puis, dans le même temps, Pékin demande des comptes à Washington après un accident survenu le mois dernier concernant un sous-marin américain en mer de Chine. La diplomatie chinoise met en doute la version avancée par les autorités américaines, une nouvelle démonstration que tous les sujets sont potentiellement source de tensions en ce moment entre les deux puissances. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.